Bonjour, nous allons peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse délocalisé. Je suis ravie de vous retrouver ici au musée de l'Ordre de la Libération, lieu éminemment symbolique au vu de la thématique du point presse de ce jour, le 80e anniversaire du débarquement de la Libération et de la Victoire. Et je remercie vivement le délégué général de l'Ordre de la Libération, le général Baptiste, et ses équipes qui nous font l'honneur de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire. Au programme de ce jeudi, nous ferons un point sur les agendas du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Mme Patricia Miralles. Puis nous ferons un point sur les actualités du ministère. Et pour présenter le 80e anniversaire de la Libération, le général Michel Delion, directeur général de la mission Libération, évoquera les grands jalons et enjeux des commémorations à venir. Enfin, nous ferons un point sur les actualités, les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Et à l'issue, nous aurons l'opportunité de visiter les lieux guidés par le conservateur du musée, M. Vladimir Trouplin. Commençons donc avec les agendas. À partir de demain et jusqu'au 7 mai, le ministre des Armées sera en déplacement en Asie du Sud-Est. Dimanche, il se rendra, donc demain, il sera en Indonésie pour des entretiens bilatéraux. Et dimanche, il se rendra au Vietnam et sera accompagné par la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire pour une séquence commémorative autour des 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu. Pour rappel, le 7 mai 1954 marque la fin de la bataille de Dien Bien Phu et c'est le dernier affrontement majeur de la guerre d'Indochine. La bataille de Dien Bien Phu sera également commémorée en France. L'armée de terre organise en effet une cérémonie interarmée le 7 mai à l'école des troupes aéroportées de Pau. Les unités toujours en activité ayant participé à la bataille seront présentes. Et cette cérémonie sera l'occasion de découvrir de prestigieuses unités de l'armée française qui partagent leur savoir-faire. Une séquence de saut en parachute sera organisée à l'issue de la cérémonie et cette cérémonie est ouverte à la presse. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER pour y assister. Je passe maintenant aux actualités. Toujours le 7 mai, l'armée de terre organise son colloque annuel à l'école militaire. Le thème de cette année porte sur la guerre demain, un scénario réaliste en 3 phases, conçu et présenté par Horizon de combat, programme porté par la DGA, qui sera présenté à des experts civils. Pour chaque phase, les experts interrogeront le contrat opérationnel de l'armée de terre dans toutes ses dimensions. Lors d'une séquence ouverte à la presse, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, conclura la session. Vous pouvez également y assister donc en vous rapprochant du CIRPATER. Toujours en lien avec l'armée de terre, et vous l'avez peut-être vu sur votre siège pour ceux qui sont avec nous, le nouvel exemplaire du petit quiz a été édité. Ce livret, élaboré en partenariat avec les éditions Pierre de Taillac, propose de découvrir ou de redécouvrir, à travers une centaine de questions-réponses, l'armée de terre de façon ludique. Ce petit quiz sera disponible le 10 mai dans toutes les librairies de France à partir de 8 €. Et l'intégralité des droits d'auteur est reversée à l'association Terre Fraternité en soutien aux blessés de l'armée de terre. Toujours en lien avec l'accompagnement des blessés, ce dimanche 5 mai, à l'Hôtel national des Invalides, l'armée de terre organise la 8e édition de l'opération Avec nos blessés 2024. Cette journée met à l'honneur les blessés et les personnes qui œuvrent à l'amélioration de leur quotidien. Chaque soldat, qu'il soit touché par une blessure physique ou psychologique, bénéficie du soutien de l'institution. Cette solidarité repose sur une chaîne d'entraide bien établie où soldats, unités, institutions, associations et proches s'impliquent activement pour accompagner les militaires blessés et leurs familles au quotidien. Avec nos blessés participe à la reconnaissance de l'engagement des soldats déployés en opération extérieure, comme sur le territoire national. Elle sensibilise à la nécessité d'accompagner les blessés et leurs familles. Lors de cette édition, plusieurs courses solidaires sont organisées dès 8h30. Pour participer, le prix d'inscription est de 15 € entièrement reversé au profit du Bleuet de France. Par ailleurs, l'association du Bleuet de France a lancé un appel national pour inciter tous les Français
à porter le bleuet jusqu'au 8 mai afin de renforcer la cohésion nationale et réaffirmer notre soutien à toutes les victimes de guerre et de terrorisme ainsi qu'à leurs proches. Je poursuis avec une actualité qui lie sport et mémoire. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le service historique de la Défense propose à Vincennes l'exposition « Champions sportifs décorés de la Croix de guerre ». Cette exposition est conçue par l'Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire sous la direction de Michel Merkel, écrivain et conférencier du sport. 50 combattants passés et présents, sportifs brillants et récompensés de la croix de guerre ou de la valeur militaire sont ainsi mis à l'honneur. Inaugurée le 25 avril par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, cette exposition met à l'honneur des grands noms qui ont marqué leur discipline et l'histoire militaire. Parmi eux, Antoine de Saint-Exupéry, l'alpiniste Maurice Herzog, le boxeur Georges Carpentier, le joueur de rugby Géo André, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de 1924, cité 3 fois pour acte de courage rare pendant la Première Guerre mondiale, ou encore Joseph Apestegui, médaillé de bronze aux Jeux olympiques en 1900 en pelote basque, qui utilisait sa chistera pour lancer des grenades également pendant la Première Guerre mondiale. Pour rappel, la croix de guerre et la valeur militaire sont les plus hautes distinctions décernées par le ministre des Armées ou le chef d'état-major par délégation. Elles sont attribuées pour des actes de bravoure exceptionnels sur des théâtres d'opération. Cette exposition itinérante est inspirée du livre éponyme publié à cette occasion et préfacé par Mme Patricia Miralles. Vous pouvez visiter gratuitement l'exposition jusqu'au 22 juin au château de Vincennes. Enfin, je conclus les actualités avec la suite de la traversée du patrouilleur outre-mer Terrierou à Terrierou-Itérail vers son port de base à Papeete. Ce déploiement vise également à vérifier les capacités militaires du bâtiment avant son admission au service actif. Symbole du renouvellement capacitaire outre-mer, les POM sont des outils de souveraineté précieux pour la protection des territoires ultramarins. La semaine dernière, un bâtiment de la Marine nationale a franchi le sud du Cap Horn et après ce point d'orgue du déploiement vers la Polynésie, le POM et son équipage ont mis le cap sur Ushuaia pour une escale et ont repris la mer à travers les canaux de Patagonie. En cette année de commémoration des 80 ans de la Libération, la Marine nationale rend hommage aux figures ultramarines qui ont rejoint la France libre à travers l'appellation de ces bâtiments. Né à Tahiti, Terrierou à Terrierou-Itérail est considéré comme un des artisans du ralliement des établissements français de l'Océanie française, actuelle Polynésie française, à la France libre en septembre 1940. Il a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Je passe maintenant au focus thématique et avant de céder la parole au général de Lyon, directeur de la mission Libération, quelques mots sur le cycle des commémorations. La mémoire est un enjeu fondamental pour les armées et pour la nation, ainsi que la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire l'a rappelé en novembre 2023, on ne bâtit pas l'avenir sans mémoire. Ce musée dédié à l'Ordre national de la Libération l'incarne et l'illustre de la plus belle des manières. Et je remercie de nouveau le général Baptiste de nous accueillir dans ce haut lieu de la mémoire, de la résistance et du combat pour la liberté et la démocratie. Répondant à ce devoir de mémoire, le cycle de commémoration a débuté en octobre 2023 avec le 80e anniversaire de la libération de la Corse, premier département de la France occupé à être libéré, et se poursuit en 2024. Le temps de la libération marque la renaissance de la France au sortir de 4 années d'occupation nazie et les commémorations des 80 ans des débarquements de la libération et de la victoire honorent les valeurs républicaines portées par les hommes et les femmes qui ont défendu la nation. À ce titre, 2024 sera l'année de transmission. En avril, le président de la République a rendu hommage aux résistants maquisards au plateau des Glières, porté par la devise « Vivre, libre ou mourir », ainsi qu'à Vassieux en Vercors, où ils ont proclamé la République libre du Vercors, en défiance à l'occupant nazi et aux collaborateurs de Vichy. Les commémorations vont maintenant se poursuivre avec le 80e anniversaire des débarquements, et à ce titre, du 8 au 25 mai se tiendra la Flamme de la Liberté Opération Mirror 2024. Placée sous le haut patronage de la présidence de la République, cette opération rendra hommage
aux Alliés qui ont contribué à la libération. La flamme du soldat inconnu sortira pour la première fois de France et sera acheminée de Paris à Cherbourg, puis au Royaume-Uni. La flamme sera enfin déposée sur la tombe des soldats inconnus dans le cimetière militaire d'Arlington en Virginie. 44 jeunes ont été sélectionnés pour l'accompagner dans son parcours mémoriel. Le 6 juin, à l'Orache, dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire du D-Day, la flamme sera ravivée simultanément sous l'Arc de Triomphe, au cimetière de Colville sur Omaha Beach et au cimetière d'Arlington. Je n'en dis pas plus et cède la parole au général de Lyon qui vous détaillera davantage les enjeux et les événements qui marqueront cette année riche en commémorations. Général, c'est à vous. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau devant vous après un premier point presse qui avait eu lieu fin septembre 2023 et qui avait permis de vous poser les bases de la mission Libération. Je voulais tout d'abord remercier également le délégué national de l'Ordre de la Libération, car cet ordre est l'un des membres fondateurs de notre groupement d'intérêt public intitulé Mission de la Libération. Je suis à la tête d'une petite équipe d'une quinzaine de personnes à compétences véritablement pluridisciplinaires, ce qui nous permet d'organiser tous ensemble ce cycle commémoratif à venir sur les années, comme cela a été précisé, 2024, mais également 2025. Notre groupement a une date en quelque sorte d'expiration au 31 décembre 2025. La mission Libération, avec cette petite équipe, a véritablement pour but d'organiser, évidemment en coordination avec les ministères et autres institutions concernées, l'ensemble des grandes cérémonies commémoratives de cette année et de l'an prochain. Il s'agit bien pour nous de valoriser et de promouvoir les thématiques qui ont été évoquées à l'instant, thématiques de citoyenneté, thématiques de cohésion nationale, mais aussi thématiques d'engagement de la jeunesse. Toutes ces dimensions sont véritablement mises en avant lors des commémorations de ce 80e anniversaire. Et notre mission va véritablement accompagner les acteurs régionaux, car il y a, et c'est tout à fait naturel, une forte dimension territoriale dans ces commémorations, ainsi que tous les partenaires, institutionnels ou autres, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui veulent également faire preuve d'initiatives commémoratrices. Il y a donc un certain nombre d'acteurs qui nous ont rejoints, soit dans le titre d'une adhésion au groupement d'intérêt public, soit dans le titre d'une démarche de mécénat, ou tout simplement pour partager avec nous un certain nombre d'actions commémoratrices. Pour nos travaux, nous nous appuyons sur un conseil scientifique et d'orientation qui est présidé par l'historien bien connu, M. Denis Péchanski, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et il est accompagné par une vice-présidente, Madame Claire Andrieux, elle-même professeure émérite à Sciences Po Paris. Une quinzaine environ d'historiens et chercheurs réputés et fins connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale composent ce conseil scientifique et d'orientation et nous permettent, au sein de cette période très complexe, d'éclairer un certain nombre de mémoires que nous avons encore à mettre à l'honneur. Bien évidemment, ces experts du Conseil scientifique et d'orientation sont en lien fort avec des spécialistes locaux dans chacune des régions où nous allons commémorer, afin de bien pouvoir recueillir les sensibilités locales. Ce Conseil scientifique et d'orientation va bien évaluer toute la qualité historique des témoignages, des objets, des documents qui sont reçus dans le cadre de l'appel à témoignages et de l'appel à renversement d'archives qui ont été tous deux lancés à l'occasion de ce 80e anniversaire. Leur expertise nous permet d'évaluer également la qualité des projets commémoratifs qui nous sont proposés de manière à ce que nous puissions les labelliser dans les territoires. Et ce label est véritablement réservé aux meilleurs projets. Le Conseil scientifique et d'orientation va également, pour sa part, organiser 4 grands colloques nationaux
et accompagner les grandes manifestations scientifiques qui peuvent être organisées par d'autres instances. Ces 4 colloques, vous les trouvez sur la droite de la diapositive, avec à la fois le thème qui sera étudié, la date retenue et également la localisation, de manière à ce que la totalité des territoires puisse être irriguée par cette commémoration. Le premier de nos colloques traitera de l'histoire militaire de la Libération. Il se déroulera en novembre 2024 à Reims. Le second aura pour thème les femmes de la résistance à la Libération et l'accession au droit de vote. Il se tiendra en avril 2025 à Lille. Le troisième de nos colloques, intitulé « Retour, reconstruction et résilience », se tiendra pour sa part en juin 2025 à Nantes, et nous clôturerons ce cycle par une étude qui s'annonce déjà passionnante sur mémoire et mémorialisation, qui se déroulera en novembre 2025, hébergée par l'Institut de France. Nos actions, vous le comprenez, s'inscrivent dans 3 grands domaines qui figurent ici à l'écran. Il s'agit tout d'abord de collecter, qu'il s'agisse de photos, de films, car c'est l'époque des années 40 où les premiers films en 8 mm apparaissent, mais également des objets ou des témoignages qui vont permettre en quelque sorte à l'histoire familiale et individuelle de rejoindre la grande histoire et d'être partagée avec tous nos concitoyens. Il s'agit également d'honorer ceux qui se sont levés, ceux qui ont souffert et ceux qui ont combattu afin de nous libérer. Et enfin, bien évidemment, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de manière à démultiplier l'action dans nos territoires, de labelliser tous les projets qui sont en lien direct avec ce 80e anniversaire de la Libération. Ces 3 grandes actions vont nous permettre de souligner 4 axes extrêmement importants de notre action. Le premier de ces axes est véritablement la transmission à la jeunesse, en profitant en quelque sorte, pour ces 80 ans, de la présence encore de quelques survivants et témoins de cette époque. Il s'agit pour l'essentiel de gens qui sont quasiment centenaires, y compris les enfants de la Libération, dont certains peuvent nous donner des témoignages extrêmement intéressants. Il s'agit, dans le deuxième axe, véritablement d'impliquer tous nos territoires. Madame la directrice l'a rappelé tout à l'heure, la libération du territoire a commencé par la Corse, mais il y a également en amont, en quelque sorte, le ralliement des Outre-mer, car quand bien même il n'y avait pas de présence étrangère sur leur sol, il y a eu malgré tout une présence vichiste qui a été combattue et un ralliement donc des Outre-mer qui a commencé dès le début des années 40. Le troisième axe fort, après avoir impliqué tous nos territoires, c'est bien de pouvoir impliquer tous nos concitoyens, jeunes et moins jeunes. Cela passera par un certain nombre d'initiatives, dont la collecte dont nous avons déjà parlé, dont les témoignages, dont peut-être le pavoisement d'un certain nombre de maisons à l'occasion des commémorations, mais aussi une démarche qui a déjà été lancée par le passé et qui va se continuer pour pouvoir donner des noms de rues, de places ou de bâtiments publics à un certain nombre de héros de cette époque, qu'ils étaient français ou étrangers. Et enfin, pour terminer, le 4e axe que nous souhaitons véritablement développer est l'aspect très numérique de cette transmission de la mémoire, car demain, avec malheureusement la disparition des derniers témoins survivants, il faut véritablement pouvoir capturer aujourd'hui de manière numérique leurs témoignages et leurs vécus pour pouvoir, dans les années suivantes, laisser à nos successeurs une trave commémorative et mémorielle qui permettent la pérennité. 3 petits focus particuliers. Je commencerai par le premier, qui est celui traitant de la collecte d'archives. Cette collecte d'archives, j'en ai esquissé quelques mots dans mon propos précédent, elle a été décidée et annoncée par le président de la République lors de sa petite capsule vidéo. Elle a été relayée par la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, et elle s'appuie véritablement sur les ministères de la Culture et des Armées, et sur l'ensemble
de leurs services spécialisés. Vous avez ici à l'écran 2 exemples qui prouvent que cela marche déjà très bien au tout début du processus. Sur la gauche, vous avez une petite capture d'écran du site des archives départementales des Ardennes qui ont déjà pu lancer une collecte avec de très bons résultats, ce qui va permettre maintenant une numérisation et une exploitation dans le temps long par nos historiens. Les services et établissements du ministère des Armées sont également pleinement concernés, qu'il s'agisse de tous les établissements du service historique de la Défense. Ce service historique de la Défense possède une véritable empreinte régionale par ses différents sites, ce qui permettra à chacun localement de pouvoir, s'il le souhaite, y déposer un certain nombre d'archives. Il y a également l'établissement de la communication et de la production audiovisuelle des armées, le CPAD, que vous connaissez bien, qui est pleinement partie prenante. Et un certain nombre de musées, qu'ils soient sous la coupe du ministère des Armées ou sous la coupe du ministère de la Culture, sont également très impliqués dans cette collecte d'archives qui donne déjà de bons résultats et il faut poursuivre. Deuxième petit flash, s'il vous plaît, sur la suivante. Je vais vous parler maintenant de l'implication et des projets dans les territoires. En particulier, Madame Miralles s'est rendue mi-avril dans le département de l'Orne pour assister à un comité départemental de la libération avec un certain nombre de projets qui lui ont été présentés, que cela soit des projets associatifs ou des projets pédagogiques. Et vous trouvez sur cette image un extrait d'un de vos collègues, Didier Charpin, de France Bleu, qui, en partenariat avec une classe locale, a réussi quelque chose d'extrêmement intéressant avec 2 jeunes élèves qui figurent ici sur la photographie, qui ont fait revivre la mémoire d'un combattant canadien qui avait débarqué sur le littoral de Normandie. Et ce travail avec les scolaires va permettre d'avoir un certain nombre de podcasts qui seront projetés au fur et à mesure. Cette initiative, c'est un flash particulier. Il y en a évidemment de nombreuses autres, beaucoup d'initiatives. En particulier, la mission travaille beaucoup avec France Média Monde pour pouvoir collecter un certain nombre de témoignages et pouvoir après les publier à la disposition du plus grand nombre. Et je terminerai par le 3e petit flash thématique sur la cartographie numérique que nous sommes en train de mettre en place grâce au soutien extrêmement efficace de l'établissement géographique interarmé qui regroupe sur une carte synthèse, comme vous en avez l'habitude, avec un effet de zoom possible, l'ensemble des événements commémoratifs dont nous avons la connaissance. Ce qui est intéressant sur la carte de France que vous voyez, c'est de voir la variété des lieux où se déroulent ces petites activités commémoratives, qu'il s'agisse de projets, de cérémonies, qu'il s'agisse d'investissement des élèves au sein d'une classe. Et tout ça va permettre, entre guillemets, après les débarquements, de continuer tout ce trajet, en quelque sorte, de la libération, depuis les plages de Normandie et de Provence, jusqu'à Paris et Strasbourg, qui sont les grands jalons de notre cycle commémoratif. Vous avez sur la partie droite un certain nombre de chiffres à votre attention qui vous permettent véritablement de saisir l'engouement de nos concitoyens au sein des territoires pour ces commémorations. Il y a en particulier, pour l'instant, près de 2000 projets de tout type qui ont déjà été enregistrés et ce n'est entre guillemets que le début car cela va continuer pendant la saison commémorative 24 et 25. La mise en ligne de ce site est proche. Vous en retrouverez les liens hypertextes sur le site de la Mission de la Libération et ça vous permettra de pouvoir le consulter tout à loisir. J'en terminerai par la dernière diapositive avant de me livrer, si vous le souhaitez, à vos questions. La suivante, s'il vous plaît, avec une information importante pour ceux d'entre vous qui souhaitent se rendre sur le lieu des commémorations en Normandie. Nous avons bien ouvert notre plateforme d'accréditation et la date de clôture a été posée au 6 mai. Ça fait déjà quelques jours. On a déjà plusieurs centaines de vos collègues qui ont souhaité s'inscrire. Vous pouvez encore rejoindre jusqu'au 6 mai. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce que je souhaitais échanger avec vous ce matin sur le cycle commémoratif et la manière dont la mission Libération veut véritablement
réussir avec vous tous et grâce à votre appui et votre relais ces commémorations extrêmement importantes pour notre jeunesse et pour notre pays. Oui, Pierre Julien, journaliste indépendant. Quelques questions, enfin tout au moins une, sur le principe de mettre un petit peu comme le font nos amis américains, le drapeau sur les différentes... Comment vous allez organiser cela? Est-ce qu'il y aura des distributions de drapeaux français, avec notamment le changement de bleu d'ailleurs, puisque ce n'est plus ce bleu que nous voyons là, mais maintenant un peu le plus soutenu qui est sur le drapeau officiel? Voilà, en gros, les questions. Merci pour votre question. Alors, cette pratique, elle existe déjà, en particulier en Normandie, où par tradition, un certain nombre de villages ont déjà pris l'habitude de favoriser leurs rues et leurs maisons à l'occasion des commémorations, car il y a, vous le savez, un véritable tourisme de mémoire et une implication très forte des Normands qui sont très attachés à ces commémorations. Notre idée est d'étendre cela à l'ensemble du territoire français et pour être honnête, les modalités pratiques que vous suggérez ne sont pas encore mises en place, mais je vous remercie de nous suggérer ces pistes de réflexion. Oui, Jérôme Pellistrandi, une question et un commentaire. Est-ce qu'on pourra avoir un tableau des activités nationales pour pouvoir suivre en particulier celles qui impliquent les autorités militaires? Voilà. Alors, merci pour cette question. Effectivement, le site de l'établissement géographique interarmé permettra d'avoir un certain nombre de filtres qui vous permettront, en fonction du filtre que vous choisissez, de pouvoir localiser et répartir un petit peu dans le temps les différentes commémorations. Je pense que cela permettra de répondre à votre question. Pour l'instant, je n'ai pas encore, entre guillemets, de tableau Excel que je puisse vous fournir immédiatement, mais tout cela est évidemment en cours de constitution. Et puis juste un commentaire très rapide, effectivement, au titre de la revue Défense nationale, donc, on a eu le label. Je suis en train de faire le recensement de tous les articles qui ont été publiés à partir de juillet 1945 sur l'année 1944. Et c'est très intéressant de pouvoir voir comment cette période a été perçue, y compris par les autorités militaires de l'époque. Donc c'est un document justement qu'on mettra en ligne pour avoir ces accès à tous les articles répertoriés. Merci, et c'est extrêmement important. Cela permet vraiment d'illustrer la manière dont un certain nombre de partenaires, que ce soit des institutions ou des entreprises, souhaitent réfléchir sur la manière dont eux-mêmes ont traversé cette période complexe et rappeler, certains à leurs salariés, à leurs employés ou au grand public, la manière dont les choses étaient vues à l'époque en 44-45. Merci beaucoup. Je vais revenir, désolé de reprendre la parole. Finalement, je suis toujours attaché au micro. La flamme du soldat inconnu qui va aller, alors j'ai cru comprendre, à Cherbourg, ensuite à Arlington, en Grande-Bretagne, vous me direz peut-être où d'ailleurs en Grande-Bretagne. C'est une première et puis comment ça va se passer? Parce que la flamme du soldat inconnu ne va pas s'éteindre quand même, celle qui est sous l'Arc de Triomphe. Enfin, je ne sais pas. C'est pas... Je vous remercie. Quelques précisions. Il s'agit d'un projet qui est porté par une association. Ce projet a obtenu le label Mission Libération au regard de sa qualité et également au regard de sa qualité a été placé sous le haut patronage du président de la République. Vous aurez évidemment plus de détails sur le site de cette association, dont je ne suis pas en quelque sorte le porte-parole. Le site s'appelle Opération Mirror 2024. Les grandes lignes vous ont été décrites tout à l'heure. Il s'agit en quelque sorte d'allumer, de prélever sur la tombe du soldat inconnu une flamme qui sera portée par 44 enfants jusqu'aux plages de Normandie, où là, à rebours en quelque sorte, ils effectueront le trajet vers la zone de départ du débarquement aux environs de Portsmouth en Grande-Bretagne, et après, terminer par une traversée transatlantique pour pouvoir se rendre sur le cimetière d'Arlington. Le but étant, entre guillemets, à rebours, de reconstituer le trajet qu'ont effectué ces GI venant du continent nord-américain, avec une période d'entraînement et de rassemblement en Grande-Bretagne avant le débarquement et la libération de la France et de l'Europe. Voilà pour les grandes lignes, et ça, bien évidemment, ainsi que ça a été rappelé tout à l'heure, ça permettra pour la première fois à la flamme de pouvoir briller à 3 endroits différents le 6 juin, non seulement à son lieu traditionnel, l'Arc de Triomphe,
mais également en Normandie et également à Arlington pour honorer les soldats tombés pour notre libération. Je vais maintenant laisser la parole au colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major, pour faire le point des opérations militaires en cours. En mer Baltique, donc des activités et des coopérations opérationnelles sous l'égide de l'OTAN, avec un bâtiment de la Marine nationale, le chasseur de mines tripartite l'Aigle, qui poursuit son déploiement au sein du Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG-1, le groupe de guerre des mines de l'OTAN. Au bilan, 6 munitions historiques ont été contreminées par le CMT l'Aigle, contribuant ainsi à garantir la sûreté maritime et la liberté de navigation dans la zone stratégique de la mer Baltique. Sur terre, en Estonie, avec la mission Lynx, le 27 avril, la compagnie d'infanterie légère a réalisé des tirs de mortier aux côtés de l'Estonian Defence League à Sirgala, au nord-est, permettant de travailler l'appui d'artillerie d'urgence crucial pour des unités au contact. En parallèle, depuis le 29 avril, des tireurs de précision du sous-groupement tactique interarmes ont participé à la compétition internationale de tir longue distance de Sirgala, donc en Estonie, aux côtés de tireurs d'élite alliés, britanniques, estoniens, lettons et américains, tous invités. Ces deux séquences illustrent la coopération et la forte cohésion entre les membres de l'Alliance, œuvrant en permanence à entretenir leur savoir-faire pour le renforcement de la posture dissuasive et défensive du flanc est de l'Europe. Pour la mission Aigle en Roumanie, mercredi 1er mai, hier, dans le cadre de l'exercice Eagle Spearhead, les compagnies d'infanterie françaises et belges ont été prises à partie par un ennemi simulé. Les guideurs aériens JTAC, donc Joint Terminal Attack Controller, insérés au plus près des combats, ont demandé un appui aérien pour se désengager. Et l'appui aérien est venu de 2 Rafales qui ont décollé du porte-avions Charles de Gaulle, intégré au groupe aéronaval, dans la mission Aquila, et qui est, comme vous l'avez pu le suivre, en mission en mer Méditerranée. Les 2 avions de combat ont simulé un ciblage et une frappe de bombes guidées laser, les fameuses GBU. Cet entraînement à l'appui-feu air-sol illustre l'efficacité des procédures interarmées et interalliées OTAN. Ce sont les mêmes procédures qui sont utilisées par les contrôleurs au sol que dans les chasseurs, indépendamment de leur nationalité. Et également la projection de puissance par la force aéronavale. En Bosnie-Herzégovine, depuis le 22 avril, le bataillon multinational de la Strategic Reserve Force est déployé à Oracier. C'est une opération de l'Union européenne, cette fois-ci, EUFOR Altea. Dans le cadre de celle-ci, le bataillon multinational franco-roumano-italien conduit différentes séquences comme des patrouilles en véhicules blindés légers, en zone urbaine, et dans les campagnes, afin d'aller expliquer à la rencontre de la population locale les missions de cette force européenne, ou d'effectuer avec l'armée du pays des instructions sur l'armement ou encore des exercices conjoints de tir. Par ailleurs, le 29 avril, le commandant de la force opérationnelle de l'Union européenne, le général de division Laszlo Stich, a pu échanger avec les troupes françaises, italiennes et roumaines. Engagée dans la durée sur l'opération EUFOR Altea, l'Union européenne assure avec détermination la sécurité et la stabilité de la Bosnie-Herzégovine et des Balkans à travers sa mission de soutien aux autorités locales pour assurer un environnement sûr et stabilisé. En Méditerranée orientale, depuis le 28 avril, une frégate de type Lafayette est déployée, poursuivant les capacités d'appréciation autonome de situation et de présence de la France dans cette région. De plus, depuis le 24 avril, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 opère depuis la base aérienne de La Sud, en Grèce, pour mener des missions de surveillance des voies maritimes internationales en Méditerranée ou en mer Noire. L'aéronef a également réalisé des vols au profit de la mission Aquila, actuellement impliquée dans l'exercice Neptune Strike de l'OTAN, donc, et des vols sous mandat EUFOR Altea. En Méditerranée centrale, je vous rappelle que la France commande le Standing NATO Maritime Group 2 de l'OTAN. Donc au nord, dans les mers, plutôt au nord, c'est le SNMG-1. En Méditerranée, c'est le SNMG-2. La force maritime permanente de l'OTAN opère à l'est de la Méditerranée. Son état-major allié embarqué à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, BCR Somme,
poursuit ses activités de patrouille et participe depuis le 27 avril à l'exercice interallié Neptune Strike 24-1 en mer Ionienne. À cette occasion, un échange avec 2 bâtiments turcs a permis la réalisation d'un exercice croisé avec une mise en place de forces par corps de lice à bord de la Somme depuis un hélicoptère Puma. Toujours Neptune Strike, et avec un petit peu plus de détails sur cet exercice, cette activité opérationnelle majeure de l'OTAN. Elle démontre la capacité de l'OTAN à agréger des capacités maritimes de projection de force et de puissance capables d'assurer la défense de l'Alliance. Neptune Strike est une démonstration visible de cette capacité, et puis également une démonstration visible de notre capacité à coopérer et à intégrer efficacement des moyens complexes, une preuve de la forte cohésion et de la confiance entre les membres de l'Alliance. C'est pourquoi le groupe aéronaval qui a pris part à cette mission donc depuis le 26 avril travaille avec 2 autres groupes aéronavals alliés, un espagnol et un italien. Après avoir appareillé de Toulon le 22 avril, le groupe aéronaval français poursuit la mission Aquila, Aquila étant la mission globale qui comprend Neptune Strike mais également d'autres missions après. Et donc depuis le 26 avril, il réalise de nombreuses activités opérationnelles au profit de la posture de défense et dissuasive de l'OTAN, qui permet de conforter le haut niveau d'interopérabilité des armées de pays de l'Alliance. Donc il y a des forces marines, je viens d'en parler, il y a également l'armée de l'air et de l'espace qui est engagée avec par exemple un Airbus ravitailleur apparemment, et également des unités de l'armée de terre. Après avoir franchi le détroit de Messine, le groupe aéronaval français a conduit plusieurs exercices aériens en Allemagne, en Roumanie et en Grèce, illustrant la capacité d'action du porte-avions à agir sur plusieurs théâtres simultanément ou dans la même journée. Donc il y a eu un raid à longue distance jusqu'en Allemagne, sous menace aérienne simulée. Il y a eu un exercice combiné de lutte anti-sous-marine particulièrement poussé, avec les aéronefs du groupe aéronaval, un sous-marin nucléaire d'attaque français et un sous-marin grec, opposé à une force simulée aussi, composée par la Somme, dont nous venons de parler, et escorté de 2 frégates, 2 frégates espagnoles et une frégate grecque. En Grèce, ce sont 4 chasseurs Rafale marines qui sont opposés à 4 F-16 de l'armée de l'air grecque dans un scénario de pénétration d'espace aérien hostile et de frappe. Par ailleurs, des vols opérationnels ont été également menés, dont un vol de un E2C Okai, et ces vols ont eu lieu en Roumanie le 30 mai au profit de l'appréciation de la situation de l'Alliance au titre de missions dont on parle souvent ici, les missions Air Shielding, des missions sur le flanc est de l'Alliance. En Méditerranée, et ce qui rejoint la flamme et un autre type de flamme, en général, depuis son départ du Pirée le 27 avril, la flamme olympique, ne confondez pas, à bord du 3-mâts Belém, est sous protection permanente, et notamment par un bateau de la Marine nationale, le Bessam Seine, qui assure la sécurisation du parcours nautique du voilier, donc du Pirée jusqu'à Marseille. Il l'a escorté depuis la sortie du canal de Corinthe, et il l'escorte jusqu'à son arrivée dans le port de Marseille. Sur l'ensemble du parcours, à quoi ça correspond ? Eh bien, la Seine se tient prête à apporter un soutien logistique pour faire face à une panne, par exemple, ou un incendie à bord. Un soutien médical. Nous avons un médecin du service de santé des armées à bord de la Seine. Et puis il accompagne de manière continue jusqu'à l'environnement sécurisé que représentera le port de Marseille à l'arrivée de la flamme le 8 mai. On bascule au Proche et Moyen-Orient. Pour les forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, la frégate multimission a pris la mer le 23 avril afin de poursuivre ses accompagnements de navires de commerce dans le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de la mer Rouge dans le cadre de sa participation à l'opération européenne Aspides, dont l'objectif est d'assurer la protection des navires qui y transitent. Par ailleurs, une frégate de surveillance poursuit son déploiement en océan Indien, effectue des patrouilles maritimes, cette fois-ci au profit de la Combined Task Force 150, une coalition multinationale assurant des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, la piraterie et les narcotrafics.
Enfin, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 stationné à Abu Dhabi poursuit ses vols opérationnels de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz au profit de l'opération Agénor. Et au cours d'un de ces vols, le 27 avril, il a pu observer un boutre en feu qu'il a rendu compte donc à EMASO, European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, la mission qui emporte des pays européens. Et donc ce feu a été signalé aux autorités iraniennes qui ont dépêché des moyens pour secourir l'équipage. Toujours dans la zone des FFEAU, les Rafales de l'armée de l'air, cette fois-ci des FFEAU, poursuivent leurs entraînements aux côtiers de missions d'alliés et de partenaires, donc des missions de type COMAO, très complexes, Combined Air Operations, qui regroupent, je vous l'ai dit, des avions, mais également des équipages au sol de nationalités différentes, et c'est 10 nations dans le cadre de l'exercice annuel multinational Desert Flag, organisé par les Émirats arabes unis. Par ailleurs, le 30 avril 2024, 2 Rafales du détachement de la base aérienne projetée au Levant cette fois-ci ont effectué une nouvelle mission d'entraînement au profit de plusieurs contrôleurs de défense aérienne irakiens en formation. Dans l'espace aérien irakien, les contrôleurs ont dû ainsi s'entraîner à donner des ordres à un aéronef non identifié et guider des aéronefs de la police de l'air pour une identification visuelle et une interception. Ces vols dits de Partner Nation Integration permettent de poursuivre l'entraînement des contrôleurs de défense aérienne irakiens qui sont conseillés par des contrôleurs français et américains détachés directement au sein de la tour de contrôle irakienne, et donc ce qu'on appelle les plastrons sont joués par des aéronefs, des Rafales de l'armée de l'air et de l'espace française. De plus, la semaine dernière a eu lieu au Joint Operation Command Advisory Team, le JOCAT, un symposium de planification des opérations avec le partenaire irakien. Nous avons des conseillers français qui sont insérés dans cet état-major et qui ont partagé leur expertise dans différents domaines de compétences, les feux dans la profondeur, les opérations terrestres, les opérations aériennes, le renseignement tactique et la manœuvre interarmes. Ce symposium aura également permis d'approfondir les relations du JOCAT avec les officiers français, en charge de la planification dans les états-majors et au sein des commandements opérationnels régionaux. Et on termine au Liban avec l'opération Daman. Le 29 avril, une équipe d'action civilo-militaire ainsi que les prévôts du détachement prévôtal de la Force Commander Reserve, de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, se sont rendus à la gendarmerie de Djouaya, au sud Liban, pour inaugurer 20 panneaux solaires financés par la Force Commander Reserve, illustrant des actions concrètes réalisées en lien avec les forces armées et les forces de sécurité au Liban. En Afrique, au Cameroun, le bâtiment hydrographique Borda a achevé les relevés de bathymétrie qu'il devait effectuer dans le chenal d'accès à Douala au profit des autorités portuaires camerounaises. En 3 semaines, il aura couvert une zone de 32 km² grâce à ces 2 vedettes hydrographiques ayant effectué chacune plus de 900 km. Arrivé le 23 avril à Libreville, au Gabon, le Borda a débuté 2 nouveaux travaux en coopération avec le Gabon et installé 2 marégraphes dans le port d'Owendo. Une équipe d'hydrographes s'est également rendue à terre pour cartographier par GPS les quais et les installations portuaires. La présence du Borda à Libreville a été également l'occasion d'accueillir à bord de nombreuses autorités civiles et militaires témoignant du dynamisme des relations franco-gabonaises. Dans le golfe de Guinée, et dans le cadre de la mission Corimbe, le patrouilleur de haute mer commandant Biro est arrivé à Cotonou, au Bénin. À cette occasion, les plongeurs de bord ont mené une formation à l'inspection de coques au profit de leurs homologues béninois. Le patrouilleur de haute mer a repris la mer le 27 avril pour participer à une riche séquence de formation au profit de l'école navale interrégionale de Tika. Dans la zone plus au sud, à Madagascar, dans le cadre de sa mission de surveillance maritime dans la zone sud de l'océan Indien, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM Champlain, a débuté son transit donc en direction de Madagascar tout en effectuant une reconnaissance orientée sur la police des pêches.
Ces patrouilles dans les ZEE, les zones économiques exclusives françaises, illustrent l'action résolue des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien contre la pêche illégale et plus généralement contre les trafics illicites. À travers leurs actions, les Fazoï contribuent à la sûreté maritime tout en préservant l'environnement et en garantissant notre appréciation autonome de situation et bien sûr la souveraineté française dans la zone. Dans la zone des forces armées en Polynésie française, le 25 avril, après plusieurs jours de planification et d'échanges avec les parties philippines et américaines à quai, la frégate de surveillance Vendémiaire a débuté la phase dynamique de l'exercice Balikatan 24 aux côtés des marines philippines et américaines. La participation de la frégate de surveillance à Balikatan 24 illustre la coopération avec les partenaires philippins, bien sûr, les alliés américains, au profit de la préservation d'un espace indo-pacifique libre et le respect du droit international dans le cadre d'un scénario d'assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle notamment. Pour les forces armées, en Nouvelle-Calédonie, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, le RIMAP Nouvelle-Calédonie, conduit depuis le 22 avril l'exercice Tagata Toa 24 en partenariat avec des détachements australiens et néo-zélandais. Tagata Toa favorise une meilleure connaissance mutuelle et permet de renforcer la préparation opérationnelle entre les armées du Pacifique Sud, le renforcement de l'interopérabilité et la coopération multinationale dans la région, non seulement à travers l'exercice dont je vous parle, mais également avec une dimension mémorielle qui nous réunit tous ici, mais là-bas c'était l'Anzac Day qui a été commémoré, a permis de mettre en valeur l'esprit de courage et d'entraide entre les unités françaises, australiennes et néo-zélandaises. Et les cérémonies de l'Anzac Day, je vous rappelle, se déroulent à l'aube, dans la zone américaine. Pour les forces armées aux Antilles, et du 5 au 27 avril, il y a eu un exercice bilatéral conduit donc par les FAA et les forces armées de la République dominicaine, avec une première semaine consacrée à la formation des binômes d'instructeurs franco-dominicains sur différents ateliers tactiques et d'aguerrissement, du combat amphibie, du combat urbain, du tir, du secourisme au combat par exemple, et puis des choses plus reliées à l'environnement naturel, avec des parcours d'obstacles, les parcours nautiques. Donc ça c'était la première semaine. La deuxième semaine, ces binômes d'instructeurs ont à leur tour assuré l'instruction des troupes franco-dominicaines réparties en sections mixtes binationales. Dans le même temps et pour la première fois, cet exercice, donc c'est un exercice qui s'appelle DUNAS, a inclut un volet maritime avec l'engagement du patrouilleur 102 Bételgeuse de l'armada dominicaine, du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM du Mont d'Urville, et le concours des Amphibios, les commandos marines dominicains. Cet exercice, cette édition de DUNAS a permis de renforcer des liens durables entre les partenaires français et dominicains au profit de la sécurité régionale. Et je termine par la mission Jeanne d'Arc, dont nous suivons le périple autour de l'Amérique. Le groupe Jeanne d'Arc a accosté à Buenos Aires le 25 avril pour une relâche opérationnelle de 5 jours dans la capitale argentine. Une séquence qui a été l'occasion de renforcer les relations bilatérales avec l'Armada Argentina cette fois-ci. Et le groupement tactique embarqué à bord du PHA a pu profiter d'un échange de savoir-faire au Campo de Mayo où les entraînements avec les forces armées argentines ont été menés